Salut, c'est Yannick Dahan et j'ai été kidnappé par toute l'équipe de Capture Mag pour vous dire qu'afin de fêter les 10 ans du site, ils ont décidé de sortir un MOOC. Je déteste ce nom puisque c'est la contraction de magazine et de book, mais un MOOC dans lequel j'ai écrit et que vous pouvez précommander sur le site de KissKissBankBank. Ça va être un bouquin assez génial, donc je vous conseille vraiment de le faire. Allez, à plus. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Yannick Dahan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis, je suis avec mon ami Yannick Dahan. Salut. Qui rigole parce qu'il me voit présenter, ça le fait beaucoup ça rire. me fait toujours beaucoup Voilà, parce que je ne suis effectivement pas un présentateur, Yannick Dahan. Tu vois, je n'ai pas ton talent pour passer à l'écran. J'ai aucun talent, voilà. C'était juste l'habitude. Oui, bah voilà, c'est ouais. Ça. Et donc moi j'ai pas l'habitude, j'ai toujours pas pris l'habitude, alors que ça fait quand même 3 ans qu'on fait des émissions. C'est ça. Mais ça régulièrement, oui, un jour peut-être, si j'en ai envie, quoi. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Yannick? Bon, normalement, les gens qui ont cliqué sur le podcast le savent. Hein. Ouais, mais on se demandait pourquoi on avait choisi ce film-là. C'est toi, en fait, qui l'avais choisi. Moi, j'étais curieux parce que je l'avais pas revu depuis sa sortie. Et c'était 4 frères. Attends, ouais, c'est ça. Voilà. C'était 4 frères de John Singleton. Mais alors, attends, tu te dis pourquoi j'ai choisi ça. Regarde, il y a Alain Mercier qui est la technique, toi, qui est à côté de nous. Tu vois, il a un micro. Alain, redis-moi combien d'épisodes on a fait de Stéroïdes? Oula, est-ce qu'on a passé, podcast, on n'est pas loin de la centaine. Voilà. Ouais, donc à un moment donné, on peut pas tout faire. Tu vois, on est obligé de. Je t'ai déjà proposé plein de trucs que tu ne veux pas faire. Ça, comme quoi c'est la différence. Bah, comme plein de gros bras du début des années 80, où il y en a plein à raconter. T'as des trucs à dire ou dans la série Z. Après, effectivement, j'étais dubitatif sur 4 frères parce que dans mon souvenir, je l'avais vu qu'une fois et aussi sympathique était-il, j'avais pas souvenir que c'était vraiment un film de gros bras et tout ça. Et je l'ai revu et tu avais raison. En fait, c'est un film d'action. C'est un film d'action qui justifie qu'on puisse en parler dans ce terrain. Voilà. 4 frères, John Singleton, 2005. Ouais. Pitch-moi le film. Oh putain. C'est facile. Oh, alors, celui-là il est hyper facile puisque c'est l'histoire de 4 frères mais faux frères en adoptifs. fait, adoptés qui sont des enfants de la rue et qui ont été élevés par une vieille dame qui apparemment s'occupait de beaucoup d'enfants de la rue. Donc dans le quartier où elle vivait à Détroit, tout le monde l'a respectée parce qu'elle remettait dans le droit chemin plein de jeunes enfants et que même si les 4 donc incarnés par Tyrese, Mark Wahlberg, André Benjamin et un 4e dont j'ai oublié le nom. Gareth Edlund. Ouais, voilà, et étaient considérés comme les pires, mais qu'ils auraient été encore pires si elles ne s'en étaient pas un petit peu occupées. Et puis au début du film, on apprend que cette vieille dame se fait tuer dans une agression dans un supermarché. Les 4 frères viennent pour l'enterrement. Évidemment, comme c'est des shows, ils ont tout de suite envie de trouver qui sont les salopards qui ont pu buter leur mère et vont évidemment se rendre compte qu'il y a un complot derrière tout ça et que c'était pas simplement un petit braquage et qu'il y avait des ordures de mafieux derrière et ils vont remonter toute la piste pour aller tous les buter à la fin. Voilà. Donc basique. Voilà, très basique, simple, mais basique, simple, mais plutôt sympathique. Comment dire, moi j'avais défilé en écriture plutôt pas mal, quoi. Enfin, moi je trouve moi j'avais simple, encore une fois. Ouais, voilà, simple. Je sais pas si on va pouvoir réellement s'éterniser dessus parce que c'est un film où j'avais ce souvenir, je l'avais vu qu'une fois et j'avais ce souvenir de trouver petit film sympathique à l'époque, mais sur lequel je projetais sans doute dû au fait que Singleton il voulait y mettre une petite vibe 70s, une petite vibe Blaxploitation avec un super soundtrack Motown dessus, les quartiers industriels de Détroit. Donc dans ma tête, il y avait aussi, même si c'est principalement tourné à Toronto. Ouais, exactement. Mais donc j'avais plutôt moi dans ma tête cette espèce de souvenir c'est marrant, hein, j'avais pas souvenir de film d'action, j'avais souvenir d'un film qui avait une volonté d'être, alors je mets vraiment des gros guillemets parce que je me trompais complètement, d'être un petit peu réaliste dans ces quartiers un peu pauvres de Détroit. Puis je revois le film aujourd'hui, je me dis ah ouais non mais pas du tout. Donc ça c'est du décorum. Il y a de la musique qui te donne un petit style Blaxploitation et quelques caisses qui ont l'air d'être sorties de chez Shaft. Mais à côté de ça c'est un film du samedi soir, c'est vraiment ça quoi pour moi, c'est un petit film du samedi soir, un petit actionneur rigolo qui prend le prétexte d'un contexte un peu social crédible pour très rapidement partir dans le too much, l'exagération et la déconne parce que la punchline et tout le
En fait, mais c'est marrant, la dernière fois, on parlait, je disais en rigolant que ça me manquait, sur American Ninja, ça me manquait ces films du début des années 80 où en fait, on savait ce qu'on cherchait à faire, on savait quel était le concept, on savait ce qu'on voulait donner aux spectateurs, et quand le but c'était soit de donner de l'action, soit de donner du fun, on s'embarrassait pas forcément de films à rallonge où tout devait être surjustifié, surexpliqué en psychologie de pathos. Des personnages, soit de pathos, soit les articulations du récit qui mettent des plombes à se justifier, ou avant c'était allez, en 2 mots au détour d'une phrase, t'avais compris l'idée et puis on te donnait ce que t'avais envie de voir derrière. Et c'est vrai que quand tu revois le film aujourd'hui, déjà Mark Wahlberg vraiment me fait rire parce qu'il est vraiment dans ce type de rôle de mec tout vénère, tout grande gueule et qui a l'air en même temps complètement naïf et teubé, et il le fait super bien. Toutes ces scènes on lui dit faut pas faire, mais j'y vais, on va leur péter la gueule et j'en ai rien à foutre. Et en fait tout le film est construit autour de quelques grandes scène au concept rigolo, le coup de je vais interrompre un match de basket avec des malabars et j'y suis tout seul avec mon gun et tout le monde hallucine de le voir faire ça. Bon, ça c'est rigolo, ça t'amène vers une scène de poursuite en caisse sous la neige. Donc en fait, et évidemment toutes les scènes over too much avec alors attention, hein, je vais mal le prononcer, Chiwetel Ejiofor là qui joue le bad guy et qui en fait des caisses avec tous les mecs autour de lui qui en font des caisses, et évidemment toutes les scènes de pure comédie quoi, avec les copines t'as Sofia Vergara qui se fait mais juste des pauvres faire valoir, les meufs sont vraiment soit elles sont soumises, soit elles sont hystériques, soit c'est la maman quoi. C'est un film de bovin, et c'était un film de bovin. Alors quand je le revois, évidemment on n'est pas à la même époque, hein, donc moi je vais pas le juger par rapport au prisme d'aujourd'hui, mais c'est un film de bovin, et c'est un film de bovin qui s'assumait comme tel. Et encore, déjà, je trouve, en fait, si tu veux, il y a 2-3 trucs, on va en parler, il y a 2-3 trucs, en fait, c'est-à-dire que oui, c'est un film 70s, c'est un film relativement sympathique pour moi aussi. Oui, je dirais très sincèrement, pour resituer ça dans la carrière de John Singleton, à mon sens, c'est son meilleur film. Quand on en parlait avec Alain juste avant qu'on enregistre, il me disait, mais tu t'aimes pas Boys in the Hood? Je fais, en fait, non, pas trop. C'est-à-dire, j'ai toujours trouvé que c'était un film moralisateur sur son sujet, quoi. Et en fait, d'ailleurs, un des rares films, c'est un des rares films, Quatre Frères, où vraiment il n'y a pas de politisation, non, contrairement à d'autres. Non, il n'y a pas de politisation, il y a juste un peu de Too Fast and Too Furious. Non, mais voilà, bon, ça c'est le film le plus con de sa carrière, je pense. Non, quoique. Baby truc là, Baby Boy, c'était pas mieux. Mais il y a encore mieux, hein. Shaft, c'était pourri. Il a quand même fait Identité secrète. Ah putain, ouais, qui est quand même le truc avec Taylor Lautner là, avec le mec de Twilight là. Ouais, il a 17 ans et en fait il essaie de le transformer en Tom Cruise quoi. Et d'ailleurs je crois que c'est son dernier long métrage de cinéma, parce qu'il faut aussi spécifier que John Singleton est mort en 2019. C'est crise cardiaque quoi. Ouais. Mais c'est vrai que en fait de toute la carrière de Singleton, si je devais en faire un, vraiment ça serait Quatre Frères, parce que c'est vraiment le film le plus sympa. C'est effectivement John Singleton, que ce soit dans ses grands films, c'est-à-dire les films pour lesquels, parce que mine de rien, il faut quand même signaler que c'était un énorme espoir du cinéma hollywoodien, hein, quand Boys in the Hood est sorti. C'était, il est jamais sorti. Un des cinéastes les plus jeunes à être nommé à l'Oscar. Donc voilà, enfin c'était, il avait je crois 22 ans quand c'est sorti, 23 ans. Donc, il était tombé au bon moment quand il fallait. Mais le truc, c'est que, en fait, ce que je veux dire par rapport à ça aussi, c'est que, mine de rien, on parle d'un gars qui, en fait, en 91 faisait ce film-là, Boys in the Hood, qui se plante derrière avec Poetic Justice, qui était un autre film qui se voulait un peu dans cette veine-là. Il avait fait un truc dans un lycée, non, aussi? Ouais, encore un truc relou. C'est Fièvre à Columbus University, encore un truc, encore des leçons de morale, quoi, avec Ice Cube et tout. C'était horrible, ça. Et en fait, après, alors, il y a un film que j'ai pas vu dans toutes ces films, qui est un film qui est sorti directement en vidéo chez nous, qui s'appelle Rosewood, sur un lynchage, en fait, dans le sud des États-Unis, et qui, paraît-il, on m'a souvent dit que c'était très bien, donc il faut relativiser sur ça. On l'a pas vu, donc. Moi, la plupart des autres films, je les ai vus. Mais c'est vrai que Too Fast, Too Furious, c'est juste une purge, tu vois. Baby Boy, c'est une catastrophe.
Non, au final, 4 frères, en fait, si tu veux, je pense que celui-là nous paraît être le plus sympathique qu'il ait fait, d'ailleurs, parce que il a le mérite d'être propre en réal, à défaut d'être inventif. Et mais surtout, et surtout, c'est pas très grave. Le manque de finesse, on va dire, du film. Oui, et puis je pense que c'est un des films aussi où il me semble qu'il avait carrément assumé. Moi, j'ai ce souvenir-là que Singleton à l'époque disait. N'attendez pas de ce film-là ce que j'ai tenté de faire avant, c'est un film du samedi soir, et que même Mark Wahlberg, même Tyrese le disait, on est là, on fait un film fun, on fait un film rigolo, on fait un film d'action, et ça n'a pas plus de prétention que ça. Et au final, peut-être que cette dimension-là a fait qu'il a torché un truc qui est finalement sympathique, avec des personnages. Genre, la grande réussite du film, c'est l'alchimie des persos. Qu'on le veuille pas, c'est même pas les scènes d'action, c'est vraiment qu'ils fonctionnent super bien ensemble. Les 4, ils sont assez caricaturaux, chacun dans leur rôle, mais ils marchent plutôt bien, quoi. Mais ce que j'allais dire, en fait, si tu veux, par rapport à ça, c'est que justement, en fait, en revoyant le film, alors je pense que moi, je l'ai vu une fois à l'époque, quand c'est sorti. J'avoue que j'y suis allé à reculons parce que c'était John Singleton, et finalement, c'est ce qui m'a fait apprécier le film à mon sens, parce que j'entendais absolument rien, et que du coup, j'ai pu reprendre ce que j'avais à prendre là-dedans, c'est-à-dire. Ouais, c'est con, hein, mais tu vois, Mark Wahlberg qui débarque sur la glace à la fin, si tu veux, pour péter la gueule au mec, alors qu'il a disparu pendant 10 minutes de film, et que du coup, tu t'attends pas à ce qu'il revienne comme ça, bah ça marche, ça marche, tout est fait, tu vois. Moi, je suis très friand des moments où on démastique une baraque, si tu veux. Regarde, je veux dire, derrière moi, il y a l'affiche de l'épreuve de force, c'est quand même le film où on démastique une baraque de malade, avec à coup de tir de M16, quoi. Donc là, il y a une scène, c'est pas aussi bien que l'épreuve de force, hein. Bien sûr. Mais ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. La scène est plutôt cool. J'aurais aimé un super réal derrière ça, tu vois, pour faire tout fonctionner. Mais en fait, en gros, je peux pas vraiment me plaindre. Oui, et puis par rapport à ce qu'est le film, t'as pas besoin forcément. Tu vois, je veux dire, il y avait pas besoin de révolutionner quoi que ce soit. Le truc tient sur un script qui est basique, avec une alchimie de perso qui fonctionne bien. T'as des petites scènes d'action qui sont marrantes, t'as des punchlines qui sont rigolotes, t'as des bad guys qui en font des caisses, donc tu te marres en regardant le truc. Je pense que ça allait pas plus loin. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est surtout que en fait, en gros, il y a une façon finalement d'appréhender le polar 70s, parce que c'est ce que ça se voudrait être ça, qui est un petit peu en fait dans l'air du temps de cette époque-là, c'est-à-dire en 2005. Ce que je voulais dire, toi tu dis que l'époque a changé, si tu veux, par rapport à en 2005 et aujourd'hui, mais même déjà en fait, je pense qu'en 2005 on pouvait se dire ouais, bah l'époque elle a clairement changé depuis les 70s, parce mais clairement. Même si les mecs essayent si tu veux, de retrouver cette vibe un peu, tu vois, vénère, etc., bah, tu te rends compte que finalement, par exemple, quand il y a des exécutions froides ou ce genre de choses, c'est fait un peu hors champ, tu vois. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça. Et du coup, en fait, c'est là où tu te dis, bon, bah, peut-être que tu vois. Non, mais ça avait changé cinématographiquement. Moi, je le disais pas cinématographiquement, je le disais plus politiquement. Genre, aujourd'hui, tu sors ce film à n'importe quel des critiques, ils vont te sortir le rôle de la femme et tout ça à l'intérieur. Et effectivement, c'est pour ça que je disais, c'est un film de bovin, ça. On fait plus de film de bovin. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu vas plus avoir 4 mecs de la rue, alors que dans la rue, aujourd'hui, tu vas avoir des mecs qui se comportent exactement de la même manière. On va plus, puisqu'on idéalise, puisqu'on crée des personnages creux qui sont des personnages porteurs de valeurs politiques. Le mec de la rue qui se comporte comme un bourrin, qui va traiter mal sa meuf, qui va faire le kéké ou montrer la testostérone, ça n'existe plus. C'est là où je dis, ça a complètement... avec Mark Wahlberg qui arrête pas de faire des blagues sur la Latina, là, sur Sofia Vergara. Évidemment. Qu'il appelle la vida loca et je sais pas quoi, enfin tu vois, toutes les blagues de merde. On est limite l'arme fatale 3. Là, oui, tu vois, mais ça marchait plutôt pas mal. C'était rigolo, c'est-à-dire que c'est ça. Le fiontage était marrant, quoi, dans le film. Voilà, mais le truc c'est que voilà, effectivement il y a cette vibe, il y a l'idée. Alors le truc avec Singleton aussi, c'est que voilà, comme tu l'as dit, c'est pas un grand cinéaste. Enfin, faut être honnête, hein, je veux dire, enfin, en tout cas personne ici mais tu vois n'a été bluffé par ses débuts. Mais le truc en fait que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'effectivement il y a un avantage, c'est qu'il y a quand même une très belle lumière. Oui. Je trouve en fait qu'il y a une lumière de Peter Menzies, quoi. Peter Menzies, c'est le chef-op de Die Hard 3, par exemple, du 13e guerrier. Voilà, donc c'est quelqu'un qui travaille énormément, hein, je veux dire. Et du coup, en fait, il y a ce truc
ce qui était surprenant, parce que quand tu regardes par exemple Shaft, tu vois enfin c'est pas un remake, c'était une suite en fait qu'il a fait dans les années 2000. Voilà, c'était quand même moins travaillé. Non, là enfin pareil avec Too Fast and Furious, on va même pas en parler parce que c'est clairement, enfin c'est la misère quoi. Non, mais au-delà de ça, mais au-delà même de la lumière, je trouve que sans être transcendantal et sans faire preuve d'une inventivité de ouf, cette volonté dans certains cadrages qui joue aussi bien sur la façon dont tu appréhendes ton décor et ton set, quoi, c'est plutôt correct, tu vois. Je veux dire, l'intention, elle n'est pas que conceptuelle. Ça aurait pu être un film torché comme un téléfilm avec un super soundtrack Motown en te disant regarde, on est 70s. Non, le film débute sur le cadrage typique de la bagnole purement 70s, sur la carrosserie, la façon dont on va gérer les personnages par rapport à un décor un petit peu destroy. Il y a des choses qui viennent de l'idée d'avoir 4 personnages en fait, si tu veux, qui doivent interagir et dont l'interaction doit fonctionner justement et se sentir. C'est pas évident. Ça t'oblige. Voilà, c'est ça. Ça t'oblige forcément à avoir des plans larges, etc. C'est ça. Après, le truc, c'est que c'est là où en fait, si tu veux, on va dire, il est limite de cinéaste, on va dire, de Singleton, c'est que il y a une scène en fait où moi, émotionnellement, je sors un petit peu, par exemple, de cette scène-là. C'est vraiment la scène où ils sont au repas au début de Thanksgiving, si tu veux, et t'as la mère qui apparaît à chacun des personnages, sauf à Mark Wahlberg, et en fait qui leur parle alors qu'elle est morte, en fait, qui viennent de l'enterrer, et du coup tu te dis bon, cette scène qui est volontairement naïve, volontairement émotionnelle et tout, en fait elle a quelque chose d'un petit peu ridicule, je trouve, en fait, elle est trop appuyée, c'est tout. Voilà, c'est ça, parce que l'idée est pas mauvaise, hein. Oui, l'idée est bonne. Moi, je pense que quelqu'un qui aurait un peu plus de subtilité, l'idée est bonne, et moi je trouve que ça fonctionnait. C'est dommage qu'il y a trop de regards appuyés vers le siège, trop de trucs là-dessus, mais cette idée de la nana, moi de la mère qui réapparaît, je la trouve surtout géniale dans le plan final. J'adore, parce que au-delà de tout ce qu'est le film, et on parle des époques, cette fin où ces mecs ont buté la moitié de la ville, se sont comportés comme des connards, hein, tout ce que tu veux. Et il arrive, et la meuf, la vieille qui réapparaît fantomatique pour lui dire finalement tu reviens à la maison, et ça termine sur Mark Wahlberg qui te fait un gros sourire, une grosse banane de genre ouais, c'est cool. Moi j'adore cette entre guillemets cette espèce d'immoralité qui est pas une immoralité, qui est une façon de dire tout ce film-là, et tu vois, c'est une bulle de fun qui est décorrélée du reste. Et quelque part, quand je te dis ça, je me dis que, tu vois, Singleton, dans lequel faut être honnête, ce mec-là a bâti sa filmographie sur comment dire, une institutionnalisation critique de son premier film Boys in the Hood, comme ça arrive à travers l'histoire du cinéma. Il y a des cinéastes qui sont pas des très bons réalisateurs, parce qu'ils tombent au bon moment, ils font la petite morale qu'il faut pour satisfaire les goyots, vont tout d'un coup être adoubés par Scorsese, vont tout d'un coup être survalorisés, alors qu'on sait très bien, et nous on en parle depuis longtemps, qu'à peu près à la même époque les frères Hughes faisaient du vrai cinéma et n'ont pas forcément eu autant de facilité derrière dans leur carrière à monter ce qu'ils voulaient monter. Et puis comme tout ça a été quand même initié par Spike Lee à la base, tu vois fondamentalement la différence entre Spike Lee, qui aura beau être aussi politisé que Singleton, est avant tout un putain de metteur en scène, et il l'a prouvé à moult reprises. Tout ça pour dire que j'aurais presque préféré que Quatre Frères soit le premier film de Singleton, parce que Quatre Frères aurait été le premier film de Singleton. Tu sentais quand même, par rapport au précédent, matière à rester humble, et donc à travailler le matériau cinématographique, là où il a passé des années à travailler le discours plutôt que son métier de cinéaste. Mais ça n'aurait pas pu être le premier film de John Singleton. Mais ça n'aurait pas pu l'être, parce que je pense qu'il avait des choses à se prouver par rapport à ça. Et l'autre point, ce que je rajouterais, en fait, on va dire, c'est là où je te dis, je parle un petit peu de manquement, entre guillemets, c'est que sur le papier, effectivement, la scène de l'apparition de la mère, en fait, c'est une bonne idée, parce que elle est entre guillemets, c'est la tante May, en fait, la tante May de Spider-Man, en fait, si tu veux, c'est le compas entre guillemets moral, on va dire, c'est la justification à tout. Oui, mais le combat moral, on va dire, si tu veux, de cet univers-là. Et le truc, c'est que effectivement, comme tu le pointes du doigt, le fait qu'elle réapparaisse à la fin, ce qui fonctionne, c'est que tu te retrouves avec des personnages qui fondamentalement n'ont pas énormément évolué.
Non. Mais par contre, en fait, on te montre cette évolution sur le papier parce que justement le personnage de Mark Wahlberg est le seul à ne pas l'avoir en fait à table parce qu'il accepte pas sa mort quelque part. Si tu veux, en fait, c'est celui qui va être le catalyseur de toute l'histoire. En fait, il finit par l'avoir et donc il accepte finalement en fait la mort de ce personnage-là et donc tu comprends qu'il a évolué vis-à-vis de la situation. Mais c'est pas si con ça en fait. Voilà. Et c'est pas si con sur le papier, ça fonctionne plutôt bien. Et c'est vrai que par contre. Bah en fait ça manque de finesse, ça manque de mais comme beaucoup de choses. Tu parlais du méchant. Oui. Enfin le méchant qui fait bouffer les gens par terre si tu veux et les mecs qui le suivent, tu vois. Mais c'est drôle. C'est surtout que la scène elle est ouf parce que donc t'as un mec en fait qui continue à bouffer pendant qu'il est en train de faire son discours. Donc il est pas content, il jette la bouffe par terre, il lui fait bouffer par terre. T'as sa femme, la femme du mec qui se révolte. Il lui dit toi aussi tu te mets à bouffer par terre. Et après à un moment donné il y a une scène de poker où il pousse un autre gars qui l'a comment dire trahi. Il lui dit bon bah toi tu vas à la table des gamins. Tu vois, enfin donc t'as ce truc là quoi et ensuite il dit à un de ses hommes de main, il dit ouais ta femme là je vais me la taper en fait, il va falloir la partager. Tu dis c'est quoi ce mec? Non mais il est improbable, c'est ça qui est drôle. Non mais c'est complètement improbable tu vois, il est complètement improbable avec ses fringues pas possibles. Et il fait en vrai il fait rien de plus que ça à part une baston à la fin si tu veux. Oui d'ailleurs pas terrible la baston finale. Non mais ce qui est rigolo c'est là on spoil hein. Ah oui c'est qu'il le fume comme une merde en fait. Il le comment t'appelles ça, il l'enterre, enfin il l'enterre pas, ils mettent le cadavre sous l'eau quoi, tu vois, mais ils se débarrassent de lui, c'est comme des voyous quoi. C'est ça, mais c'est comme un western, je veux dire, tu reprends. C'est la référence. En fait, c'est le truc que disait Singleton, c'est-à-dire que lui, en fait, ce qui l'a intéressé, c'est qu'il se disait, pour lui, en fait, le personnage de Mark Wahlberg, c'est un personnage de, comment dire, de voyou de l'Ouest. Ouais, en c'est fait, un outlaw, quoi. C'est une histoire d'outlaw. Hors la loi, complètement, avec le désert glacial à la fin, enfin tout ce que tu veux. Mais là, on est dans les clous. On est dans les clous de tout le truc. Mais c'est par rapport à l'objectif de ce qu'est le film, c'est malin. C'est malin d'avoir utilisé plusieurs codes qu'on attendait. C'est malin d'avoir glissé en filigrane une tentative d'émotion des personnages par rapport au fait qu'ils soient des salauds. Mais comme toujours, tu sais, c'est comme My Darling Clementine avec la prostituée. On est toujours dans le même truc. Là, c'est la mère. Elle a fait un truc bien, donc ça justifie tout. Voilà, ça a pas plus de prétention que ça, et c'est vrai que c'est ça qui fait que ça fonctionne, tout simplement en fait, simplement. Un autre truc aussi qui est insupportable dans les autres films c'est cette morale qui est insupportable. Oui, bien sûr. Bah là aussi il y a un autre truc, c'est que je pense qu'il y a un lâcher prise. C'est-à-dire que en gros, d'après ce que j'ai compris, enfin c'est ce qui revendique, c'est qu'il y a eu beaucoup d'improvisation, ce qui fait que beaucoup des dialogues en fait de Mark Wahlberg, de Tyrese et tout ça, en fait, bon, même si Tyrese, c'est quand même pas le plus grand acteur au monde. Non, mais il se débrouille pas mal dans celui-là. Ça va encore. En fait, le problème de ce gars, c'est que c'est un espèce de beau mec, tu vois, si tu veux, qui comment dire, qui en profite un peu trop. C'est le goût, mais je veux dire, le rôle qu'il joue dans 4 frères, c'est fondamentalement exactement la même chose qu'il joue dans les Fast and Furious depuis, hein. C'est pas un bon exemple hein. Non mais je le dis pas que c'est un bon exemple, mais je veux dire le mec il est jamais sorti de ce truc là en fait. Non bien sûr, bah de toute façon je pense qu'il est très limité. Oui, mais le truc c'est que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un rapport entre Mark Wahlberg et Ethan Lund, en fait d'improvisation des dialogues, de punchline, de choses comme ça qui font qu'en fait si tu veux les mecs ont réussi à laisser rentrer la vie en fait dans ce récit-là, et mine de rien en fait c'est ce qui fait qu'il fonctionne, c'est-à-dire que comme toi t'es attaché aux personnages et que tu dis bon ils sont cool, ils sont sympas, tu vois. Voilà, malgré le reste tu t'en fous. En fait le film aurait été complètement raté s'il en était resté à son intrigue, à ses codes, avec des personnages pris au premier degré. Ça aurait été sans doute très con, et le fait que il va jusqu'au bout, moi je trouve ça on n'a pas parlé de cette scène qui quand même, paraît-il, ils ont mis une plombe à la tournée, la scène dans les chiottes. La scène où Mark Wahlberg est quand même en train de chier sur les toilettes, avec le jeune qui est en train de prendre sa douche à poil, et Tyrese qui vient de dire j'ai une irritation sur ma tub, et qu'est-ce que je peux faire? Bon, tu peux pas faire plus bovin que cette scène à l'époque, mais c'est cette espèce de quotidienneté à la con qui arrive dans les rapports humains, qui fait qu'il prend du temps de rester avec ses mecs, leurs meufs, qui sont tous ensemble dans la même baraque à dire des conneries, qui fait que t'as de la vie, comme tu dis, qui sort immanquablement de ce truc-là. La logique familiale qui est liée au titre. Hein. Ouais, voilà. Enfin, je veux dire, 4 frères, et tu comprends que c'est 4 frères, même si en fait c'est expliqué dès le début, quand ils se retrouvent avec les mecs, c'est pas possible que tu sois mon oncle parce que t'es blanc, moi je suis noir, tu vois, et bah si en fait. Et puis c'est jamais appuyé derrière. C'est jamais appuyé. C'est ça qui fonctionne bien, c'est que pour un mec qui a été sur la question raciale depuis le début de sa carrière et qui en a fait du militantisme, si tu veux, d'en arriver à un film où elle ne se pose pas.
Et moi, je trouvais ça plutôt cool de la part de Singleton. C'est-à-dire que c'est pris un acquis, quoi. On est 4 frères, et puis voilà, il y a peut-être une raison qui fait qu'on n'a pas la même couleur de peau, mais on s'en fout. Et ce qui est bien joué au départ, c'est que ils sont vraiment frères. C'est-à-dire, ils se kiffent, et ça se voit, et ça se ressent. Et donc, du coup, t'embarques avec eux pendant le reste du truc, quoi. Et c'est un film qui hésite pas. T'as aussi ce truc, en fait, parce qu'à un moment donné, c'est un peu la problématique. Alors, tu vois, pour le coup, et là, je parle cinématographiquement des films actuels, en fait, si tu veux, c'est cette démarche, en fait, de pas. Enfin, le film s'appelle comme ça, donc en fait, tu pourrais te dire normalement, il commence en fait avec les 4 frères, il devrait se finir avec les 4 frères, tu vois. Et non, en fait, ils n'hésitent pas à déblayer un personnage en fait pour des raisons, on va dire, au moins narratives. Oui, quoi, en fait. Même si c'est la base. Oui, mais c'est la base, mais aujourd'hui, c'est plus la base. Oui, c'est ça clair. Le truc, c'est qu'en fait, tu vois, quand j'ai revu Assassin, je me suis dit, putain, mais il le déblaye en fait. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et en fait, en gros, toute cette idée-là, c'est que je me suis dit, ah ouais, bah donc en fait, encore à l'époque, on avait encore à peu près le sentiment voilà, aujourd'hui, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de questions. Ouais, mais vous voulez vraiment qu'on se débarrasse de personnages-là et tout? Est-ce que les spectateurs ne vont pas se plaindre qu'on s'est débarrassé? Est-ce que sur les réseaux sociaux, ils ne vont pas nous dire que, tu vois? Tu résumes bien tout le problème. Mais non, mais voilà, c'est l'essentialisation, en fait, problème, quoi. C'est surtout, en fait, trop demander aux spectateurs, si tu veux, trop se poser la question de ce que le spectateur veut vraiment voir, si tu veux, au lieu, en fait, de dérouler ton récit, quoi. Même si, encore une fois, comme tu le dis, il y a rien de nouveau, en fait, dans le fait de tuer un des 4 frères, si tu veux. C'est juste que, qu'en fait, si tu veux, c'est un ressort narratif assez classique. Voilà, tu as 4 frères qui butent un des personnages importants du film, auquel tu t'étais attaché, qui plus est celui qui est présenté comme celui ayant probablement le plus souffert dans sa jeunesse, parce que c'est tout, tu vois. Non, mais je veux dire, c'est quand même sous-entendu qu'il ait vécu des abus sexuels, des choses comme ça. Donc, t'as ce film-là qui n'hésite pas pour des ressorts dramatiques et tout ça, et dire, et puis parce que bon, voilà, c'est la vie, c'est un bam. Et puis tu as Avengers où on va te créer un personnage ex nihilo auquel tu ne t'attaches pas, dont t'en as rien à foutre, que tu vas buter pour justifier que tes super-héros imbutables continuent le récit. Donc c'est exactement ça. C'est comment on racontait une histoire avant, comment on la raconte aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se crée tellement d'entraves, de contraintes, de choses comme ça, qui fait qu'en fait, tu ne peux plus dérouler des passages nécessaires à produire de l'émotion. Tu ne peux plus. Donc ça devient une mécanique creuse, non émotionnelle, où donc tu ne te raccroches que fondamentalement à la politisation des persos dans les valeurs qu'ils sont censés défendre, même s'ils ne les représentent pas. Enfin, c'est tout ce qui va pas aujourd'hui. Le truc, en tout cas, c'est que c'est surtout, encore une fois, c'est étonnant de la part de Singleton qu'il ait pu réussir quelque chose comme ça. Et je parle encore une fois en termes de simplicité, parce que, par exemple, en fait, il y a plein d'éléments de ce film qui sont des redites de ce qu'il a fait dans Shaft, par exemple. En fait, par exemple, déjà, bon, évidemment, il y a l'utilisation du soundtrack qui est un peu similaire. Enfin, il va chercher quand même énormément de classiques de la Motown et tout pour, en fait... Super soundtrack, d'ailleurs. Jusqu'à un point, en fait, si tu veux, où t'as envie de dire, putain... Parce que ça, c'est pareil, c'est une autre façon de raconter les films. Aujourd'hui, t'as plus de films, en fait, avec des soundtracks, à part quand c'est Tarantino, comme ça. Je veux dire, et encore, même Tarantino, il le fait différemment aujourd'hui par rapport à l'époque. Alors que t'as 2 films en un véritablement dans celui-là. C'est ça qui est intéressant. Et le truc, si tu veux, c'est qu'il y a cette façon de raconter qui n'existe plus vraiment, en fait, où on va surmusicaliser le truc, avec, au milieu, un super score, même si c'est beaucoup plus léger, de David Arnold, en fait, qui avait, moi, je trouve, fait un travail absolument incroyable justement dans le Shaft de Singleton. Sa musique, en fait, elle est vraiment formidable, quoi. Je vous invite vraiment à l'écouter. Tellement peu laissé de souvenirs ce film que... le film est naze, complètement. Le Shaft avec Samuel Jackson, on parle de celui des années début des années 2000, c'est vraiment pas terrible. Il y avait comment il s'appelle Mais j'en ai aucun souvenir. En fait, il y avait Christian Bale en méchant, qui reprenait un peu son rôle à l'American Psycho. Et il faisait un bon méchant de blaxploitation parce qu'il était ouvertement raciste et machin, donc ça c'était plutôt sympa, tu vois, de le voir vraiment jouer le gros con, quoi, le gros connard et tout. Mais le truc, si tu veux, c'est que c'était dans le ton, on va dire, voilà. Et t'avais la zik, mais après le reste, effectivement, malgré Samuel Jackson que j'adore, malgré tout ça, c'est vrai que c'est un film. Après, c'est la fin de la carrière aussi, 4 frères. Oui, non, c'est son avant-dernier film. Après, il a fait beaucoup de télé. Tu vois les films qu'il a fait avant. Je pense que déjà toute la politisation du début de carrière était déjà en train de se noyer dans la survie du metteur en scène à Hollywood. Donc t'arrives. Survie. Enfin, je veux dire, c'est un gros film. 4 frères, mine de rien, on s'en rend pas forcément compte aujourd'hui parce que encore une fois, ces films-là ils débarqueraient sur Netflix. Mais le truc, c'est qu'à l'époque, c'était un gros projet pour la Paramount. C'est un film qui a été un succès, mine de rien aussi. C'est un film pendant des années, on a parlé de suite.
C'est-à-dire, Mark Wahlberg aime beaucoup le film, par exemple. En fait, c'est-à-dire, il avait signé avant même qu'il je sais, sur le film. C'est lui qui a poussé vraiment. Voilà, c'est lui qui a poussé le truc à ce que ça existe, parce qu'il est vraiment, il était vraiment fan du scénar. Bon, j'imagine qu'il a vu des trucs dedans que voilà. Ouais, il a vu son perso qui est quand même super cool, qui est quand même rigolo. Oui, quoi. Mais après, il l'a déjà joué. Mais il l'a déjà joué. C'est quand même dans son ADN, ça c'est sûr. Ouais, voilà, c'est ce qu'il fait d'habitude. Enfin, je veux dire, qui fait bien, d'ailleurs. Son vécu, on va dire, de petite frappe, si tu veux, avant qu'il devienne une star de cinéma, il l'a souvent utilisé quand même dans son travail, quoi. Donc là, il y a rien de fondamentalement nouveau, même si encore une fois, l'emploi est très bien fait et c'est très sympathique. Et je préfère le voir là-dedans, par exemple, si on parle de cinéma d'action, que Transformers. Non, mais Transformers, c'est encore à part. Non, mais... j'ai séché là. Non, mais parce que même Transformers 4 ou 5, c'est vrai que voilà, il n'y a pas grand intérêt. Mais moi, je pensais plus à son truc où il joue le troufion, là. Le sang et des larmes, là. Oui, sont fous. Moi, tu vois, enfin, chez Peter Berg. Moi, il me fait marrer quand il fait le bourrin naïf, quoi. Moi, c'est là où il est parfait, Mark Wahlberg. Ouais, mais Patriote, je sais plus, Patriote. Je me rappelle plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, bref, Patriot Day ou je sais pas quoi, des trucs comme ça, quoi. Les trucs avec Peter Berg, c'est pas ouf, quoi, tu vois. Non. Même si j'aime bien le truc Deepwater. C'est pas ouf comme film, Deepwater, mais j'aime bien le côté prolo. Que Peter Berg, d'ailleurs, vit une sorte de petit culte en marge là, de gens qui voient un grand auteur sur quelques films qu'il a fait. Ça me dépasse un peu, mais il fait pas des films désagréables, là, c'est pas la question. Il y a des trucs marrants, mais c'est pas génial, quoi, non plus. Faut pas abuser, quoi. Mais en tout cas, il a beaucoup tourné avec Mark Wahlberg. Ouais. Mais c'était vraiment pour faire un renvoi par rapport à ça. C'est-à-dire que voilà, il y a ce truc où il y a une volonté de faire une suite. Bon, apparemment c'est encore, Tyrese. Alors, mais Tyrese, je sais pas si t'as déjà vu Tyrese sur les réseaux sociaux, mais entre les phrases toutes faites, en fait, si tu veux, mais Tyrese, les crises de larmes sur Fast and Furious et tout ça, sont long grillé définitivement. Il ne doit sa survie qu'à Fast and Furious et il fera rien d'autre derrière. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, tu peux pas. Le mec, il tape sur The Rock et Statham parce qu'ils vont faire un spin-off et après il se pose des questions de pourquoi on l'embauche pas ailleurs. Donc, forcément. Ce que je veux dire, c'est que en fait, je prends donc avec des pincettes, ce qu'il peut dire, si tu veux, sur Internet. Mais il a parlé en 2020 du fait qu'il existait un script pour la suite de 4 frères et que en gros, son idée, que en gros, il était question peut-être que le film se fasse, quoi. Donc alors bon, je vois pas qui c'est qui c'est un film oublié malgré tout. C'est ça le truc, c'est un peu l'intérêt de Stéroïdes aussi. On se posait la question au début de savoir de pourquoi est-ce qu'on parle de ces films-là, mais c'est vrai que moi, c'est un film oublié. Voilà, c'est un film un petit peu oublié je pense pas forcément non plus pour des raisons. Enfin, ça me semble cohérent que ça soit un petit peu oublié aussi parce que c'est pas non plus un grand film, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est un film vraiment divertissant. Et c'est notre intérêt à nous quand on aime bien un film comme ça, de le remettre un petit peu en avant et de parler, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'on a tout dit? Moi, je reste quand même que ma scène préférée, parce que toi, tu parlais de mise en scène ou des trucs comme ça. Ma scène préférée, c'est quand même le démasticage de la baraque. Qui est sympa. Mais par contre, dans l'idée, plus que dans l'exécution, je trouve, par moment. Parce que en fait, en gros, même si tu vois, ils ont créé justement la baraque en studio pour pouvoir, vraiment la shooter comme ils veulent, t'as l'impression qu'il manque des plans des fois. C'est vrai. C'est parce qu'en fait, après, par exemple, les trucs de spatialisation pure, en fait. Bien sûr. Mais c'est pas son grand truc. Mais non. Pour ça que je préfère, moi, ce que je kiffe, c'est la scène finale. Mais je la kiffe. Je la kiffe vraiment, la scène finale. Et l'épilogue. L'épilogue, je le kiffe vraiment. Parce que dans l'épilogue, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est ce moment où ils sont interviewés par les flics et en fait, ils sont tous là en train de dire ah ouais, j'ai baisé ta mère et tout. En fait, ça c'est rigolo. Mais non, c'est ce truc où en fait, t'as pas besoin de dialogue, tout est bouclé. Comme on savait le faire à l'époque, visuellement, tout simplement. J'aime bien le fait, tu vois, ils reconstruisent la baraque, il y a les gamins derrière, ce mec qui a buté tout le monde, qui est un bourrin, qui va faire la morale aux gosses, genre, faites gaffe quand même, qui se retourne, qui voit sa mère, qui dit, c'est super ce que t'as fait, grosso modo, et finit sur la grosse banane de Mark Wahlberg. Moi, c'est un état d'esprit, ça, qui me fait kiffer, qui me faisait kiffer. Et qui m'a fait kiffer en le revoyant, tu vois. Je me suis dit, ça, on pourrait plus finir un truc comme ça, et ça j'aime bien. Ouais, peut-être que. Oui, peut-être, mais ce serait pas amené. Dans des séries télé, des on trucs pourrait comme ça, faire. Non, mais aujourd'hui, il serait tout à fait capable d'avoir cette idée-là, de la plaquer à la fin et de rien faire pour l'amener. C'est-à-dire de ne pas comprendre que pour que cette scène-là fonctionne dans l'état d'esprit, il faut une forme d'immoralité au préalable que aujourd'hui on se refuse. Et encore une immoralité en fait qui est toute cinématographique en vrai. Complètement, qui est une idée de qui est
c'est pas l'immoralité, tu vois, c'est pas faire un truc sur Jeffrey Dahmer là où je sais pas. Non, mais c'est pas des c'est une espèce de transgression d'état d'esprit, quoi. C'est surtout ça. C'est une façon aussi de dire, on peut rire de tout, quoi. En fait, on peut se marrer de tout. Et bon, voilà. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'est tout ce que tu avais à dire sur le film. T'es sûr, tu poses le micro, tu le reprends plus? Voilà, je pose le micro. Salut tout le monde. Voilà. Merci Yannick. Voilà, je lui fais poser le micro pour être sûr que, qu'il va pas le revendre, parce qu'à chaque fois il nous fait des fins à rallonge. Les gars, bon, j'ai pas grand chose à dire, et puis en fait il reprend le. T'as plus rien à dire, mais tu le dis sans le micro, quoi. Donc merci Yannick, voilà. Merci Alain, merci à la technique. Est-ce qu'on parle un petit peu de notre campagne sur le MOOC en ce moment? Tout à fait, le MOOC de Capture Mag, donc pour les 10 ans de Capture. C'est la voix d'Alain Mercier que vous entendez au micro. 2012-2022, notre décennie de cinéma. Vous pouvez retrouver ça sur Kiss Kiss Bang Bang. Voilà. Il y a des interviews, il y a des nouveaux articles, il y a tout ça. C'est 300 pages quand même, mine de rien, donc c'est quand même un gros bébé là, qui est au moment où on enregistre, parce que là, quand vous verrez l'épisode, ça sera déjà lancé. Ça sera lancé, ça sera bouclé. Mais au moment où on enregistre, en fait, si tu veux, je suis encore en plein dedans. Donc si vous voyez ma tronche de mec fatigué, c'est parce qu'en fait, j'ai pas encore tout à fait terminé le sommaire. Mais voilà, en tout cas, normalement, ça sera disponible aussi plus tard en kiosque. Enfin, pas en kiosque, mais en librairie. En librairie à partir partir du mois de janvier. Donc l'idée de la précommande, c'est effectivement de le recevoir avant. Pour l'avoir sous le sapin. Éventuellement sous le sapin, normalement, si tout va bien. Voilà. Donc voilà. C'est sûr Kiss Kiss Bang Bang. De toute façon, il y aura tous les liens dans la description, tous ces trucs-là. Tout à fait. Voilà. Donc merci à vous, puis vous nous soutenez. Merci en fait à ceux qui typent aussi. Merci à ceux qui, nous permettent d'exister. Et puis on se dit à la prochaine avec un bon film. Et bravo Yannick, il a pas ouvert sa gueule. Voilà, ça marche. Allez, merci. Ciao.